Ok, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je propose à ceux et celles qui sont encore debout de gentiment prendre place. Merci bien. Donc, comme dit, bienvenue à l'Université de Lausanne, bienvenue dans cet auditoire et merci à vous de venir à cette présentation donc, de la filière en sciences forensiques, plus particulièrement donc, la présentation du bachelor à l'École des sciences criminelles. Je me présente brièvement avant d'aller plus loin. Andy Bécu, je suis professeur associé à l'École des sciences criminelles et je suis notamment le professeur un des professeurs qui donne cours en première année bachelor, un des cours de sciences forensiques générales, donc d'introduction à la science forensique à destination des étudiants et étudiantes en première bachelor. Pour vous présenter et positionner l'École des sciences criminelles dans les différentes facultés, les 7 facultés que compte l'Université de Lausanne, il faut savoir que l'École des sciences criminelles, c'est une des 3 entités qui composent cette faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique. Et notre bâtiment principal, c'est le bateau Chim qui se situe quand vous sortez de l'Amphimax, vous le voyez sur la droite. Il ressemble justement à un bateau avec ses 3 cheminées qui fait face au lac. Et d'où le nom bateau Chim. Donc ça, c'est l'école dans laquelle justement j'enseigne et qui forme les étudiants et étudiantes à la science forensique. Il faut savoir que ce n'est pas une école qui est jeune, elle a 115 ans cette année, elle a été créée en 1909, alors elle avait un autre nom à l'époque, ça s'appelait l'Institut de police scientifique, qui a été créé par Rodolphe Archibald Rice, que vous avez au milieu de la photo, avec ses étudiants autour, donc ça c'était l'époque, début du XXe siècle, au cœur de Lausanne, donc au château de Lausanne, et puis il a mis en place, il a fondé cet institut qui, avec les années, a introduit au milieu du XXe siècle la criminologie et qui est maintenant connu sous le nom d'École des sciences criminelles. Quelques chiffres aussi pour que vous puissiez voir un petit peu quelle population finalement vit au sein de cette école. On a un peu plus de 800 élèves, tous cycles confondus, c'est-à-dire le premier, le deuxième et le troisième, c'est-à-dire jusqu'au doctorat. Donc 824 élèves. En première année bachelor, cette année, on a 264 élèves. Et puis en deuxième et troisième année, 61 et 91. Ça, c'est déjà un premier indicateur avec lequel je veux être transparent avec vous. Si vous voyez le passage de la première à deuxième année, effectivement, on passe d'un peu plus de 250 élèves à environ une soixantaine d'élèves. C'est une filière qui a un taux d'exigence au niveau des examens qui est très élevé et qui fait qu'effectivement, on a un taux de réussite qui est assez bas avec, comme on peut le voir là, de 260-60, on a environ 25% de taux de réussite entre la première et la deuxième année. Ensuite, au niveau des masters, là vous verrez, on a plusieurs masters possibles, il y a plusieurs volets qui se rejoignent, il y a des étudiants qui viennent également de l'extérieur et on a un peu moins de 300 élèves dans nos masters, que ce soit sciences forensiques, tracologie et criminologie, et on a un peu plus de 100 doctorants et doctorantes, aussi bien en sciences forensiques qu'en criminologie. Donc voilà pour ce qui est des étudiants. Et au niveau du corps enseignant, on a 18 professeurs, 14 chargés de cours, et on a également des assistants diplômés, c'est-à-dire des assistants qui ont des doctorants et doctorantes qui, pendant leur thèse, font également de l'assistanat par le biais d'un contrat d'assistant diplômé. Et vous voyez qu'ils sont 46, donc il y a une équipe assez solide pour justement encadrer tous ces élèves. Ici, c'est une autre manière de voir les chiffres, c'est l'évolution avec les années. On voit que aux environs depuis 2016 jusqu'à 2020, on a eu une croissance dans le nombre d'élèves. Et puis là, on a une certaine stabilisation qui s'opère depuis quelques années. Puis on ne sait pas, on verra bien si ça se poursuit les prochaines années. Mais donc voilà, les chiffres que je vous ai annoncés, c'est finalement des chiffres qui nous suivent depuis maintenant 2-3 ans en termes d'étudiants et d'effectifs dans les 3 cycles universitaires. Alors, ce qui fait la richesse de l'École des sciences criminelles, c'est le fait qu'elle est active, elle a un rôle à jouer aussi bien au sein de l'université qu'au sein de la société. Et c'est une école qui est extrêmement dynamique. On a pour habitude de dire qu'on développe à Lausanne la culture de la trace d'intérêt forensique et également des sciences criminelles. Et c'est cette combinaison finalement de choses qu'on peut faire aussi bien avec la trace que dans le domaine des sciences criminelles qui fait la richesse de l'école. Si je prends un petit peu ce schéma et que je fais de manière cyclique,
Dans un premier temps, on peut parler de formation, c'est un petit peu le but de cette intervention ici. Alors, il y a forcément la formation universitaire, c'est-à-dire le bachelor. On a un bachelor en sciences forensiques, on a 3 masters et on a 2 doctorats. Mais il faut savoir qu'on ne donne pas uniquement de la formation aux étudiants donc comme vous, mais on donne également ce qu'on appelle la formation continue, c'est-à-dire des professionnels qui, dans leur carrière, souhaitent se mettre à jour, souhaitent, par exemple, développer des nouvelles compétences. On a une quarantaine de formations et d'ateliers par an qui sont donnés à des professionnels des polices, aussi bien suisses qu'étrangères, ou des corps, par exemple les douaniers ou autres, qui sont intéressés à suivre des formations continues dans notre école. Ensuite, on a également cette activité de recherche. On a plusieurs casquettes, en fait. Souvent, c'est comme ça que je le présente. La casquette de chercheur, où justement on développe des nouvelles tendances, des nouvelles techniques, des nouvelles technologies appliquées à la trace et aux sciences criminelles. Là, il suffit de penser à nos 114 doctorants qui font de la recherche continuellement, en plus de ce que peuvent faire les autres membres du corps enseignant. Et on se retrouve avec environ un peu plus de 70 publications scientifiques par an dans des journaux à comité de lecture, ce qui est un assez bon résultat. On a également des partenaires et des partenariats aussi bien suisses qu'étrangers, avec soit des services publics, soit des entreprises privées, en fonction de la problématique qui est abordée, comme la contrefaçon, la lutte contre le dopage, la lutte également contre la pollution environnementale. On se retrouve vraiment à collaborer avec des services existants et avec différents profils justement de partenaires, ce qui fait un autre finalement aspect de la richesse de l'école. Enfin, on ne peut pas se lancer dans ces études sans également comprendre qu'on a un service à la société qui est direct. L'impact qu'on a, il est direct pour la société, vu qu'on lutte finalement, pour simplifier les choses, contre le crime, contre les phénomènes criminels. Et effectivement, ce service à la société, il est important, il est dans l'ADN finalement de l'école, sans mauvais jeu de mots sur l'aspect génétique. Mais effectivement, c'est ce qui fait aussi notre richesse. Et enfin, on a des innovations, on développe des nouvelles techniques, on développe des nouvelles manières, par exemple, d'aborder des problématiques existantes. Si je reviens récemment, j'ai ça en tête, mais sur les stupéfiants, où en Suisse, donc depuis quelques années maintenant, il y a une certaine partie du cannabis qui est considérée comme légale et une autre partie qui est finalement toujours à considérer comme illégale. Le passage à cette part de cannabis légal a entraîné une question de la part des agents sur le terrain, c'est de se dire, mais si j'interpelle quelqu'un avec du cannabis, comment je peux savoir rapidement si c'est du légal ou de l'illégal ? Là, il y a un de nos professeurs avec une équipe de chercheurs qui a mis en place une nouvelle approche qui fait que dans la rue, l'agent peut directement scanner le cannabis et se voit dire par une app sur son smartphone si c'est du légal ou de l'illégal. Donc on est vraiment à cette pointe en termes d'innovation qui permet justement d'apporter une contribution aux problématiques qui émergent, surtout dans un monde qui est en constante évolution, aussi bien sur l'aspect criminel. Et donc à la fin, on a cette expertise scientifique. Il faut savoir que l'école ne fait pas que, justement, il y a la casquette d'enseignement, il y a la casquette de chercheur, mais il y a également la casquette de l'expert. On a des services d'expertise, on est mandaté par la Suisse, mais on est également mandaté par des pays étrangers pour certaines affaires internationales complexes ou bien dans lesquelles l'école peut jouer un rôle. On a environ 400 mandats par an. Principalement, c'est dans le domaine des stupéfiants, des documents et des incendies. Donc on a une équipe d'experts qui est active à ce niveau-là. Donc on voit que tout ça s'entremêle. Finalement, chaque point se nourrit de ce qui est développé dans un autre. Mais donc si l'excellence académique, la rigueur et l'intégrité scientifique, l'engagement vers la société et la proximité avec les professions vous parlent, c'est typiquement le genre de choses qu'on va retrouver à l'école. Maintenant, il y a une terminologie qu'il faut arriver à bien comprendre, et là, il y a un abus de langage qu'on retrouve assez souvent dans les médias ou dans les films ou dans les séries, c'est la différence entre la criminologie et la science forensique, ou la criminalistique. Si vous dites, tiens, je veux faire des études en criminologie, et que vous regardez les experts révéler des traces digitales, ce n'est pas de la criminologie. Ça, c'est de la criminalistique, ou ce qu'on appelle également la science forensique. Donc il y a cette distinction à faire entre, d'un côté, toutes les activités liées à l'exploitation des traces, la détection, la caractérisation, l'exploitation des traces, là c'est de la science forensique. Et si vous êtes plutôt à vous orienter vers un aspect plutôt humain et social d'explication
du crime ou d'explication du phénomène criminel. Pourquoi est-ce que les gens se sentent en insécurité dans tel endroit? Qu'est-ce qui peut expliquer tel nouveau phénomène criminel ou autre? Ça, c'est la criminologie. Ce qui distingue les deux, c'est vraiment la base scientifique qui sous-tend ces deux domaines. Pour la science forensique, on est vraiment dans le domaine de la science exacte, la physique, la chimie, la biologie, les maths ou l'informatique. Et à mesure qu'on glisse vers la criminologie, on est plutôt sur de l'analyse de données, des prises de décision vers la sociologie, la psychologie ou le droit. Donc ça, c'est important de bien comprendre également, si vous utilisez le terme criminologie, de vous dire maintenant, est-ce que je suis en train de parler de la bonne chose ou pas? Ça, c'est quelque chose qu'il faut clarifier pour vous. J'ai un petit bug d'affichage. Ah oui, carrément, un gros bug d'affichage. Yay! Alors ça va être difficile de le faire a cappella. J'attends juste de voir ce qui se passe. Ok, c'est carrément un plantage. Et donc, heureusement, ça ne me le fait pas durant mes cours, mais là... Julien, je ne sais pas si ton ordi peut me sauver, parce que là, apparemment, le mien, il a décidé vraiment... Sinon, je reboot, je reboot rapidement. Donc cet aspect, pendant que j'essaye de refaire fonctionner la chose, cet aspect transdisciplinaire, il faut savoir qu'il est dans, comme je disais, il est dans l'ADN de l'école. Ah, moi, il veut vraiment plus, hein. Il est mort. Sinon, je fais comme ça. Attends, je vais faire un... Attends, j'essaye juste le... Voilà. Vas-y. Il est dans l'ADN de l'école parce que le fondateur de l'Institut de police scientifique, donc Rudolf Archibald Reiss, il faut savoir que à la base, c'est un chimiste qui était passionné de photographie et qui a œuvré énormément dans le développement de techniques photographiques. Voilà, merci beaucoup, Julia. Il a œuvré dans le développement de techniques photographiques, de révélateurs pour les photographies couleurs, etc. au début, fin 19e, début 20e. Et finalement, il a assez vite compris que la photographie dans le domaine criminel, c'est quelque chose qui était très important parce qu'il fallait pouvoir finalement, si on intervenait sur une scène de crime, d'être capable d'enregistrer photographiquement ce qu'on voyait avant de manipuler, de bouger les choses ou autre. Et il s'est orienté naturellement vers la photographie judiciaire, ensuite la police scientifique, l'expertise, jusqu'à, sur sa fin de carrière, enquêter sur des crimes de guerre. Donc on voit que ce côté transdisciplinaire, il est présent, et c'est vrai qu'il est présent on le sent au sein de nous-mêmes, je veux dire, lorsqu'on discute avec différents collègues qui sont dans différents domaines. Bref, ça c'était pour le cadre finalement dans lequel vous vous placez en venant à cette présentation. Maintenant, des choses qui vous intéresseront plus directement, c'est ce qui est lié aux études. Alors, comme je vous l'avais dit avant, mais là ce schéma permet de le montrer, actuellement, à l'école des sciences criminelles, il n'y a qu'un seul bachelor qui est proposé, c'est le bachelor en sciences forensiques. Ce bachelor en sciences forensiques, qui se fait généralement sur 3 ans, 108 ans de crédit SCTS, permet ensuite d'accéder aux différents masters. On a 3 masters à l'école, plus finalement des masters qui sont proposés dans la faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique. Et à la fin, le 3e niveau, mais là on parle déjà de dans 5 ans minimum, il y a le doctorat qui est également ouvert. Et là, on a 2 doctorats, un en sciences forensiques et un en criminologie. Au niveau des débouchés, vous avez déjà un petit exemple au-dessus de vers quel domaine telle formation vers quel domaine ces formations peuvent donner finalement accès. Si on reste sur l'aspect vraiment sciences forensiques, on le voit, on est sur les laboratoires, les services techniques, on est sur des laboratoires privés où il y a justement cette base scientifique forte qui s'exprime. Et puis à mesure qu'on va sur des phénomènes criminels, la criminologie ou autre, on va se diriger vers le domaine pénal, les prisons, etc. Donc ça dépend aussi de ce qui vous intéresse.
Maintenant, le bachelor étant en sciences forensiques, ça veut dire que cette base scientifique, elle s'exprime assez fortement dans ce bachelor-là dès la première année. La première année du bachelor, 60 crédits SCTS, vous le voyez, il y a un gros bloc sciences de base qui est indispensable, parce que finalement, qui dit sciences forensiques dit connaissances en mathématiques, en biologie, en chimie, en physique. Donc on le voit, il y a énormément de cours en sciences de base, mais il y a également en première année quelques cours qui touchent au droit ou à la science forensique. Donc je vous avais dit, je suis un des professeurs qui intervient en première année. Je donne typiquement le cours de typologie des traces qui est présenté dans le tableau sciences criminelles à droite. Donc cette première année, elle a pour but de forger un bloc scientifique. Et dès la seconde partie du bachelor, c'est-à-dire en deuxième et troisième bachelor, c'est là où on aborde plus particulièrement les domaines comme les traces digitales, l'incendie, les stupéfiants, l'ADN, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose déjà à savoir, à bien se rendre compte. Et c'est là où le passage de la première année à la deuxième année se reflète également par rapport à ce programme-là. Il faut savoir qu'en première année, étant donné qu'il y a plus de 200 étudiants, 260 étudiants, ce sont des cours qui sont un petit peu dans cette configuration-ci. C'est-à-dire que vous avez un auditoire et des cours qui sont donnés ex cathedra quasiment, c'est-à-dire que les slides sont présentés par l'enseignant ou l'enseignante, et puis les étudiants sont en train d'emmagasiner finalement une certaine quantité de nouvelles connaissances sur les domaines qui sont abordés. Et c'est seulement à partir de la deuxième partie, c'est-à-dire la deuxième et troisième bachelor, où là, on va avoir la possibilité de faire des petits groupes, de faire travailler les étudiants ensemble sur des travaux pratiques, sur des résolutions de cas, on les met en laboratoire, etc. Mais c'est surtout l'apanage de la deuxième ou troisième année. Et puis pour vous donner justement un petit aperçu des domaines qu'on voit alors à partir de cette deuxième partie, comme je vous avais dit, il y avait les traces digitales, incendie, explosion, traces numériques, l'ADN, l'analyse criminelle, les documents, les stupéfiants, les armes à feu, les traces de semelles et les microtraces. En gros, toutes ces traces conventionnelles ou historiques qu'a connues les sciences criminelles depuis maintenant des décennies et des décennies, avec du renouveau avec les traces numériques, qui sont cette nouvelle catégorie de traces qui a émergé dans la société par l'omniprésence maintenant des outils connectés, des NATEL ou des transactions numériques sur le web, et qui fait qu'on se retrouve maintenant avec tout un autre domaine de traces qui n'existait pas il y a 20, 30 ans en arrière. Donc, pour revenir à l'ADN également, il faut que j'arrête cette expression, pour revenir finalement au centre d'intérêt du fondateur de l'Institut de police scientifique, la photographie, ça reste au cœur de la formation de la deuxième année bachelor. C'est d'ailleurs un des premiers TP auxquels les étudiants sont confrontés, c'est celui d'imagerie. Parce qu'on est dans un domaine dans lequel on doit pouvoir présenter à des magistrats ou à des avocats des scènes, des détails, des choses qui ont été observées par exemple sur une scène de crime avant que celle-ci soit prélevée ou manipulée ou déplacée. Et également, si on trouve des traces, il faut être capable de les prendre en photo de manière à pouvoir les exploiter de manière correcte après coup. Une mauvaise photographie ou une incompétence photographique peut faire en sorte que certaines traces ne peuvent pas être exploitées par la suite ou peuvent être finalement écartées comme étant exploitables par les avocats ou autres. Donc on apprend nos étudiants à intervenir sur des scènes de crime d'un point de vue photographique, c'est-à-dire enregistrer photographiquement la scène, une scène générale, des détails, des traces, etc. et d'être capable de générer des schémas, comme on peut voir sur la droite, où ils expliquent finalement qu'est-ce qui était présent, à quel endroit, quelle orientation, etc. Ça, c'est mon domaine d'expertise. La lophoscopie, les traces papillaires, c'est le cours que je donne en deuxième année bachelor. C'est tout ce qui est lié à la détection des traces digitales. C'est-à-dire qu'on apprend aux étudiants les techniques qui permettent de révéler les traces, l'apparence que ça donne, aussi bien d'un point de vue théorique que pratique, avec des travaux pratiques où les étudiants sont confrontés à des objets qu'on leur donne et on leur demande de révéler les traces digitales et de les prendre en photo avec les connaissances qu'ils ont acquis lors de l'imagerie. Et puis le but de détecter les traces digitales, ensuite, c'est de les exploiter. L'exploitation des traces digitales, ça vous avez déjà un petit peu vu, je pense, dans les films ou les séries, c'est quand on compare une trace avec une empreinte de référence d'un suspect, par exemple, et on essaye de voir si un lien source peut être établi ou pas entre la trace et le matériel de référence. Donc ça, c'est la lophoscopie ou l'exploitation des traces digitales ou papillaires. Également,
Si on va plutôt sur les objets, il y a les chaussures, les traces de semelles. On est sur une même problématique. Un objet qui va laisser des traces qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu, mais il faut accumuler ou acquérir des connaissances sur comment les visualiser correctement, comment générer un bon contraste qui peut être pris en photo, voire des techniques chimiques, ou bien, si on est sur le cas des chaussures qui sont dans la terre ou dans la boue, de pouvoir soit les poudrer, soit les mouler pour les prélever. Au niveau des fluides biologiques et de l'ADN, alors on entend beaucoup parler de l'ADN, mais ce n'est pas une finalité en soi. Déjà, le fait d'être confronté à des fluides biologiques ou des traces biologiques et de pouvoir dire « ah ben ça c'est du sperme, ça c'est du sang, ce sont des sécrétions vaginales ou c'est de la salive », c'est important pour les enquêteurs. Et in fine, effectivement, ce genre de traces est riche en ADN et on les prélève également pour en faire l'analyse génétique pour ensuite exploiter ce qu'on a. Pareil, c'est quelque chose qui est maintenant dans le langage commun, les profils génétiques qui sont également utilisés pour faire notamment des liens sources entre une trace et un suspect potentiel. Armes à feu, j'en avais discuté, on a des experts en armes à feu, on possède justement des armes à feu qui peuvent être utilisées dans la formation des étudiants sur la caractérisation et surtout l'exploitation des éléments liés finalement à l'utilisation d'une arme à feu, donc aussi bien les projectiles que les douilles, avec l'observation des stries, par exemple, sur un projectile qui a été tiré par une arme suspecte sur les lieux à laquelle on veut comparer les traces générées par une arme suspecte, ou bien encore l'exploitation des résidus de tir qu'on peut voir ici sur une surface réceptrice, comme par exemple une victime sur ses vêtements ou autre. Les stupéfiants, j'en ai parlé brièvement quand je parlais du cannabis. Le stupéfiant, il ne faut pas se cacher, c'est un domaine qui est très actif et qui est très lucratif dans le monde entier, et la Suisse ne fait pas exception. Donc aussi bien le cannabis, la cocaïne, l'ecstasy, l'héroïne, le GHB et bien d'autres. On a également tout un secteur d'activité, d'autant plus ici d'expertise, en lien avec les stupéfiants, aussi bien allant de la synthèse, comment finalement ces stupéfiants sont synthétisés, les voies d'arrivée par exemple en Europe ou en Suisse, que la formation de réseaux ou l'exploitation ou l'identification des réseaux pour ensuite pouvoir faire du renseignement criminel. Un autre domaine d'intérêt lié, là on est dans le tout petit, la microscopie, les microtraces, les traces microscopiques. Quand on pense microtraces, on peut parler de fragments de verre, on peut parler de fibres de vêtements. Il y a également tout ce qui est cheveux, poils, mais en cas d'accident, ça peut être aussi des échanges de peinture entre un vélo et une voiture. Donc une trace de peinture qu'on retrouverait sur un vélo, et puis une voiture, par exemple, dans un délit de fuite, qu'on retrouve plus tard. Comparer les peintures pour voir si effectivement la voiture a pu être celle qui est rentrée en contact avec le vélo. Documents, deuxième grand secteur d'expertise au sein de l'école. La question liée aux documents va surtout être la caractérisation finalement du document lui-même, par exemple de savoir est-ce que des documents agrafés ont été dégrafés précédemment, une page a été insérée ou modifiée, puis ça a été réagrafé par la suite. Est-ce qu'il y a eu des modifications dans le texte? Est-ce qu'il y a eu un ajout d'un chiffre, d'un zéro? Qu'est-ce qui se cache derrière finalement du caviardage ou du typex? Qu'est-ce qui peut expliquer finalement une différence d'écriture, etc. Tout ça, c'est lié à l'expertise liée aux documents. Et enfin, la dernière thématique, le troisième grand secteur d'expertise de l'école, c'est les incendies. Et là, on a la chance, justement, avec l'école, de collaborer avec différents cantons. Et on a notre service d'expertise qui est donc mandaté régulièrement tout le long de l'année sur des incendies. Si vous avez eu écho de grands incendies en Suisse récemment, il y a de grandes chances que des experts de chez nous sont partis là-bas pour effectuer l'expertise et donc prendre les photos et essayer d'expliquer ce qui s'est passé, sachant que la question qui se pose, c'est de savoir si c'est finalement accidentel ou criminel, et on ne peut pas le savoir dans un premier temps, ce qui fait que généralement une enquête est systématiquement démarrer, même si c'est un accident, même si après on conclut à un accident. Et puis, ce domaine qui nous a complètement submergés, aussi bien d'un point de vue criminel que dans la vie de tous les jours, les traces numériques, comment retrouver, comment exploiter les traces numériques issues d'un attel qui est par exemple qui est verrouillé ou qu'on aimerait isoler du réseau, comment lire finalement le contenu d'une carte ou d'une puce
pour idéalement en retirer les informations. Tout ça, c'est un domaine d'expertise propre aux experts en numérique qui sont également actifs au sein de l'école des sciences criminelles. Et quand je parlais d'analyse de données, là on revient sur la mise en évidence de relations entre individus, entre réseaux ou entre activités qui permet ensuite d'expliquer à des magistrats ou à des enquêteurs finalement la structure d'un réseau et pouvoir faire des liens par exemple entre des séries de cambriolages ou autres et mettre en commun des traces pour, in fine, pouvoir confondre les auteurs. Donc vous voyez que c'est un domaine qui est très large et je pense qu'en voyant ça, vous vous rendez bien compte de l'importance de ce bloc scientifique. C'est pas juste du masochisme en première année de se dire « allez, on va mettre de la physique, des maths, de la bio, etc. » C'est que tous ces domaines-là, on le voit, sont vraiment sous-tendus par une connaissance scientifique. Alors, il y a des domaines d'expertise. Comme j'ai dit, le mien, c'est la détection des traces digitales, également la détection des traces de semelles ou la détection des fluides biologiques. Mais mon domaine d'expertise, c'est vraiment les techniques de détection. Là, c'est principalement de la chimie, de la biochimie, qui me sont utiles pour pouvoir faire de la recherche ou enseigner ou faire des expertises dans ce domaine. Et c'est vrai que chacun a son petit domaine d'expertise, mais au final, on a tous et toutes une connaissance assez générale de ce qu'il y a moyen de faire. Donc voilà pour la présentation d'ensemble des activités liées à l'école qui sont abordées lors du bachelor. Tout ça, c'est abordé lors du bachelor. Donc c'est pour ça que c'est un programme qui est assez riche. Alors maintenant, il y a aussi, on est dans un monde globalisé, il y a des fois certains d'entre vous ou certaines d'entre vous qui ont peut-être la volonté de dire pendant mon bachelor, j'aimerais voyager. Alors il faut savoir qu'il y a une mobilité qui est possible lors de l'accomplissement de notre bachelor, c'est au semestre d'automne de la 3e année bachelor, et ça se passe alors à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui possède également en quelque sorte une école équivalente à la nôtre en sciences forensiques et qui permet de faire cet échange. Donc là, vous avez le site web qui vous renvoie vers justement les informations sur cet échange, cette mobilité possible. Au niveau master, pareil, pour vous c'est très loin, c'est 3 ans minimum, mais néanmoins, l'idée, c'est de vous présenter les types de masters qu'on possède et qu'on présente à l'école. Je vous avais dit qu'on en avait 3. On a nos 3 principaux. Il y a celui en sciences forensiques, mais avec 3 mentions différentes. Donc les 3 premiers blocs, c'est un même master, sauf qu'il y a des domaines de spécialisation au sein de ce master. Ensuite, vous avez un master en tracologie, analyse de la criminalité, et également un master en criminologie. Et puis vous avez, il est dans une autre couleur, les masters qui sont également proposés au sein de la faculté. Et là, tout dépend pour les conditions d'admission ou autres, quel programme, quel parcours vous avez. Mais il faut savoir que c'est du domaine du possible. Donc au niveau des débouchés professionnels, c'est souvent la question qu'on reçoit. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un diplôme lorsqu'on a fait nos études à l'école des sciences criminelles? Si vous revenez dans une des premières slides que j'avais montrées avec vraiment le snapshot des études sur les 3 niveaux, sur le dessus, vous aviez déjà des idées de débouchés professionnels qui étaient représentées. Ça, c'est un diagramme que vous trouvez sur le site web de l'école. Mais néanmoins, effectivement, selon que vous partez plutôt vers la criminologie ou selon que vous partez plutôt vers la science forensique, vous allez vous retrouver dans des domaines d'activités différentes. Certains vont vouloir partir dans la police, certains dans des sociétés privées, les compagnies d'assurance qui peuvent également recruter. Pour une assurance, c'est important de savoir si un incendie de voiture ou un incident est plutôt lié à de la manipulation ou est-ce que c'est vraiment réellement un incident. Les compagnies d'assurance, ça les intéresse. La lutte contre la contrefaçon également, que ce soit dans le domaine horloger, dans le domaine alimentaire, c'est toutes des choses qui peuvent être envisagées lorsqu'on a eu cette formation de travailler sur des traces, de travailler sur des problèmes complexes à résoudre. Et donc là, il y a quelques chiffres. Je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais effectivement, c'est pour vous montrer qu'on se retrouve avec effectivement des étudiants qui partent dans les services de police. On a des étudiants dans tous les cantons en Suisse, c'est-à-dire que tous nos étudiants ont rayonné dans tous les cantons suisses d'un point de vue des services forensiques ou des services d'identité judiciaire. Mais comme dit, ça ne se limite pas à ça. Il y a d'autres domaines d'expertise, également dans le privé, également dans le public. Et puis certains qui partent dans des domaines qui sont peut-être auxquels ils n'avaient pas pensé dans un premier temps et dans lesquels ils sont très bien avec les compétences acquises au sein de l'école. Pour vous, il y a une chose aussi qui est, je pense que vous êtes dedans, vous êtes dans une société qui bouge et qui bouge de plus en plus vite, mais il faut savoir que c'est quelque chose de récent. Si on prend
le domaine des traces digitales, début du XXe siècle, c'est là où on avait la preuve scientifique que les dessins papiers qu'on a sur le bout des doigts, les paumes et la plante des pieds étaient invariables et étaient hautement discriminants, c'est-à-dire qu'ils étaient très variables d'un individu à l'autre. Ensuite, il a fallu attendre 85 ans pour que l'ADN émerge, et ensuite ça s'est accéléré. Il y a eu la téléphonie, le numérique, les natels, etc. Et alors qu'il a fallu attendre des décennies pour certains grands domaines, maintenant on voit que les choses s'accélèrent. Et il n'y a qu'à penser, on entend tous parler de l'intelligence artificielle, de ChatGPT et d'autres, ça date qu'il y a 2 ans. Et on a déjà l'impression que c'est là depuis longtemps, et on voit que ça s'emballe. En fait, vous êtes dans une société qui bouge, qui va évoluer, qui évolue de plus en plus vite. Et là, je ne peux pas vous dire ce qui vous attend dans 1 an ou dans 2 ans, quand vous commencerez vos études universitaires. On peut plus vraiment le prédire, mais il est fort à parier que s'il y a un domaine qui émerge, il y aura forcément de la criminalité liée. Ça, c'est quasiment sûr. Donc, c'est un domaine qui va évoluer, qui va continuer d'évoluer. Alors, on reçoit beaucoup de questions. Enfin, vous en avez sans doute beaucoup des questions. On entend souvent comme question, voilà, est-ce que ça se ressemble, est-ce que la science forensique ressemble beaucoup à ce qui se passe dans les films, est-ce que les études en sciences forensiques sont difficiles, combien d'heures de travail faut-il compter par semaine, si on a du mal en mathématiques et en physique, est-ce que finalement je peux y arriver ou pas? Alors pour la première question, je peux vous dire que déjà oui, il y a du vrai et il y a du faux. Alors vous me direz, c'est bien, ça m'avance pas plus que ça, mais oui, dans les films, il y a du vrai, il y a des techniques qui présentent qui sont exactement celles que j'enseigne dans mes cours. Là où il y a du faux, c'est que généralement, ça va très vite et il n'y a pas de place au doute. Dans les films et les séries, il n'y a pas de place au doute. On sait directement qui est le coupable, il est déjà en prison avant même d'avoir pu se défendre. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'effectivement, il y a toute la gestion de l'incertitude, il y a toute la gestion de l'information partielle qu'on doit aborder, qu'on doit apprendre et qui ne se montre pas ou très rarement dans les films. Pour les 3 suivantes, là, ça dépend de vous, principalement. Effectivement, il y a des étudiants ou des étudiantes pour qui, finalement, le fait d'aller au cours et de réviser un petit peu derrière va suffire. D'autres, il faudra un peu plus de travail. Si vous avez des difficultés en mathématiques et en physique, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais effectivement, comme vous l'avez vu, il y a ce socle scientifique qui doit être couvert en première année, et donc il faut arriver à passer outre ce bloc-là. Ça peut nécessiter un peu plus de travail, effectivement, pour certains ou certaines d'entre vous. Il faut savoir que quand on parle de crédit ECTS, c'est une unité que vous n'avez pas encore, je pense, en tête, qui est peu commune pour vous. En termes universitaires, un crédit ECTS veut dire 20 à 30 heures de travail pour l'étudiant. Donc, inclut le travail présentiel, mais également tout ce qui est fait après, à domicile, en dehors des heures de cours. Donc, quand vous voyez un cours à 3 crédits, ça veut dire qu'il faut prévoir environ 90 heures de travail pour travailler sur ce cours et aller ensuite à l'examen. Là aussi, c'est indicatif. Certains, ce sera un peu plus, certains, ce sera un peu moins, mais ça vous donne un ordre d'idée. Et donc, est-ce que ces études sont difficiles? Je dirais elles sont exigeantes. Elles sont très exigeantes, surtout, on l'a vu dans le passage de la première à la 2e année, mais même à partir de la 2e, il y a une exigence, il y a une rigueur qui est demandée à nos étudiants, parce que on est dans un domaine où la communication, la manière de présenter les choses, où les messages qu'on transmet par le biais de rapports doit être compris de tous et toutes, et donc il y a une importance à ça. Enfin, est-ce qu'on peut devenir profiler ou anthropologue? Il faut savoir qu'en Suisse, le métier de profiler n'existe pas, donc non. C'est pas un domaine d'études qui vous permet de faire profiler comme on peut le voir à la télévision. Et également, sur d'autres domaines, non, c'est des domaines qui sont un peu trop éloignés du bachelor et des masters qui suivent. Et pour les débouchés, comme dit, je vous renvoie vers ce que vous trouvez comme information sur le site avec déjà ces exemples de débouchés, de ce que j'ai dit à l'oral par rapport à, que vous soyez en sciences forensiques ou en criminologie, vous voyez qu'il y a un panel finalement de débouchés possibles. Et puis, surtout, il y a des débouchés, des fois, qui peuvent surprendre, mais il faut savoir que nos étudiants, ils sont formés à résoudre des problèmes, c'est comme ça aussi qu'on le présente. Et puis, des secteurs d'activité dans lesquels il y a des problèmes à résoudre, c'est un domaine dans lequel nos étudiants ou nos étudiantes seront assez à l'aise, ou en tout cas auront les armes pour pouvoir postuler et se défendre. Donc, alors, la plupart d'entre vous sont encore là, donc je me dis, c'est bon, vous êtes encore présents, vous êtes arrivés au bout de la présentation bientôt. Si ça vous intéresse, rappel juste, au niveau administratif,
que le dossier d'immatriculation doit être déposé pour le 30 avril 2025 au service des immatriculations de l'UNIL, dont vous avez l'adresse email ici présente. Et puis, si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus d'informations, sachez que le site de l'ESC est assez bien fourni en informations. Vous avez les plans d'études, vous avez les horaires, ça vous permet de voir aussi les horaires qu'ont les étudiants et les étudiantes. Vous avez les règlements, vous avez les descriptifs des cours, comment se passent les examens, et également quelles sont les actualités de l'école. Donc c'est déjà une bonne source d'information. Ensuite, tout ce qui est lié aux immatriculations, la même chose. Je vous renvoie vers le service des IMAT, notamment si vous avez un titre d'études étrangers, vous dites « Ah, j'ai fait mes études en France, j'ai tel diplôme ». Moi, je ne pourrais pas vous répondre. Ce n'est pas du tout mon domaine de pouvoir dire « Ah, tiens, voilà l'équivalence, voilà la procédure ». Là, vous devez vous diriger vers les services compétents qui sont les services des immatriculations de l'UNIL et qui vont pouvoir vous dire si vos diplômes sont équivalents ou pas ou vous permettent de vous inscrire à l'école. Tout ce qui est délai, procédure d'inscription, là, les sites sont assez bien faits. Et puis, vous l'avez brièvement aperçu tout à l'heure, Julia Sinalia, qui est conseillère aux études et qui m'a gentiment dépanné au niveau ordinateur aujourd'hui, qui était donc présente ici. Et puis également notre secrétariat, auquel les étudiants peuvent se référer, soit par mail, soit par téléphone. Mais je vous dis, dans un premier temps, allez déjà voir ce qui se passe en ligne, parce qu'il y a pas mal d'informations sur le site aussi bien de l'école que des immatriculations. Je vous remercie de votre intérêt. J'espère en tout cas que ça vous a plu, j'espère que ça vous a motivé, ou en tout cas que ça vous convainc dans vos choix initiaux. Je reste un petit peu devant s'il y a quelques questions spécifiques ou autres, ou générales, mais comme je vous l'ai dit, si c'est pour les équivalences ou autres, je ne vais pas pouvoir vous répondre, mais n'hésitez pas à venir si vous avez quelques questions, et je vous souhaite une bonne après-midi et une bonne continuation. Merci.